On va parler de rock et d'énergie. Bon, la question qui fait office de titre est relativement rhétorique. Aussi, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet. Sans doute reconnu Smell Like Teen Spirit de Nevermind en 91. Il était important de l'entendre dans toute sa durée, dans la mesure où on va le voir, ce que fait le rock de l'énergie tient pour beaucoup à l'agencement et à la manière dont il organise les sons. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a de l'énergie dans cette chanson, on est tous prêts à le reconnaître, mais évidemment la difficulté c'est de savoir à quoi ça tient et ce que veut dire qu'il y a là-dedans de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est pas une affaire de volume. Alors on a eu la chance d'avoir un volume assez puissant, mais au fond, il aurait pu avoir le même volume pour une chanson douce et ça aurait changé du tout au tout l'impression que nous aurions eu. De toute façon, l'énergie en soi, ça ne s'entend pas. Je pense que vous avez suivi suffisamment de conférences aujourd'hui ou d'interventions pour savoir que d'un point de vue physique, c'est une quantité qui reste stable dans un système clos et en tant que tel, ça n'a pas de son. Donc ce qu'on peut entendre à la limite, c'est une puissance qui se déploie. C'est-à-dire, et là le vocabulaire des mathématiques pour une fois est un peu intuitif quand il dit que une énergie, une puissance, c'est la combinaison d'une valeur d'effort et d'une valeur de flux. C'est-à-dire une certaine quantité d'énergie qui se déploie pendant un temps donné. Mais même dans ce cas, au fond, l'énergie, on l'entendra que si elle advient dans le cadre d'une confrontation, d'une résistance. L'énergie, on l'entend toujours dans le cadre d'une situation déterminée dans laquelle nous sommes peu ou prou engagés dans notre environnement. On entend une énergie que dans un cadre déterminé, dans le cadre d'une interaction, d'une résistance ou d'effets autres qui peuvent être du bruit, de la fissure, etc. Autrement dit, si on veut comprendre ce que c'est que d'entendre l'énergie, il faut se tourner vers l'expérience courante et ses catégories. Des catégories qui sont floues, qui sont souvent qualitatives, mais qui présentent quand même une certaine constance à travers toutes les modifications qu'on leur fait subir. Et plus encore, dans la mesure où c'est des catégories de la perception de l'expérience ordinaire, sont des catégories qui sont mêlées à un imaginaire et à des émotions. Et ça devient encore plus flou dans la mesure où les imaginaires sont souvent contradictoires, faits par l'histoire plutôt que par la logique, et c'est vers eux qu'il faut nous tourner. Entendre une énergie dans le son, en ce sens, c'est adopter ce que Michel Chion appelle une écoute causale, qu'il oppose à une écoute acousmatique, c'est-à-dire une écoute où on va essayer de déduire, ou en tout cas spontanément dans la vie courante, on déduit l'énergie qui préside à la cause du son. On a ce qu'il appelle des indices sonores matérialisants qui nous aident à percevoir, indépendamment du volume, l'énergie qui a été dépensée pour frapper, pour briser, etc. etc. Et ce qui est important, c'est que nous évaluons donc spontanément dans la vie de tous les jours des quantités d'énergie, beaucoup, fort, pas fort, etc., avec ce que ça a de flou. Et surtout, c'est toujours en fonction de normes qui sont celles de l'expérience, qui sont sédimentées, qui sont implicites, qui peuvent naturellement pas être quantifiées, mais qui sont plus ou moins cohérentes et en général à peu près homogènes pour une population donnée. Ce qui est important, c'est que à quoi on reconnaît dans un son l'énergie qui est dépensée dans sa cause, dans notre estimation spontanée, à d'autres choses qu'au volume souvent. Ça peut être à l'attaque, c'est-à-dire au premier moment du son, ça peut être à la résonance, ça peut être à la nature du bruit qui en découle, que ce soit un bris, un choc, etc., etc. Et donc, ça n'est pas l'énergie du son qui compte pour que se manifeste une énergie qu'on est capable de percevoir. C'est pas l'énergie du son lui-même, c'est tout un ensemble d'aspects, de détails qui sont déjà au fond des figures du son plus que ses expressions littérales.
Et c'est là-dessus que va travailler le rock. Parce que dans la musique classique, naturellement aussi, il y a de l'énergie, il y a des crescendo, il y a des plateaux d'intensité, etc., etc. Mais la musique classique utilise deux types de moyens, en fait, pour manifester de l'énergie. Et ces deux moyens sont opposés les uns aux autres, d'une certaine manière. D'abord, elle utilise les rapports entre les notes, une accélération, une montée vers les hauteurs. Ça, pour la musique classique et aussi pour le rock, ça en vient à signifier quelque chose de l'ordre d'une énergie croissante, par exemple. Et d'autre part, à l'autre échelle, à l'autre bord du spectre, on pourrait dire, naturellement, la musique savante de tradition classique utilise des intensités, des nuances de jeu, piano, mezzo-forte, etc., etc. Mais du coup, alors, elle ne l'ignore pas naturellement. Je vais vite, je caricature, mais ce qu'elle laisse à une place secondaire, ce sont précisément tous les aspects du son qui indiquent de l'énergie par, encore une fois, la grandeur de l'attaque, la résonance, etc., etc. Et elle les laisse de côté, cela. Ou du moins, ça n'est pas là le centre de son intérêt. Et c'est au contraire pour le rock, là que va se jouer ce qu'il fait de l'énergie qui est manifestée dans les sons par différents aspects matériels du son. Si elle peut le faire, c'est naturellement parce qu'elle a des outils à sa disposition que n'a pas un orchestre classique, à savoir l'enregistrement et les outils de manipulation acoustique. À partir du moment où on enregistre, on devient maître du volume et quelque chose de très bas peut devenir très fort et inversement, quelque chose de très fort peut être rabaissé dans le mixage. Et d'autre part, les instruments de manipulation acoustique peuvent servir à mettre en valeur telle ou telle caractéristique. Un compresseur peut permettre de remonter le son d'une attaque par rapport au reste du son, par exemple, et ça va produire des effets nouveaux du point de vue énergétique dans l'écoute qu'on va avoir. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'au fond, ce que la musique de tradition classique appelait du bruit, en majorité, va se retrouver au centre de la musique rock. Mais plus encore que, au fond, ce goût pour les sonorités bruitistes qui dénotent des énergies à l'œuvre, il va y avoir dans le rock quelque chose comme l'invention d'une figure énergétique qualitative nouvelle. Si on reprend, si on a encore en tête le titre qu'on vient de passer, du point de vue harmonique et rythmique, c'est extrêmement pauvre, c'est les 4 mêmes accords qui reviennent, le rythme lui-même se répète. Par contre, on trouve des sonorités bruitées extrêmement riches. On a les coups de la batterie, qui sont effectivement une figure du choc et de l'énergie particulièrement parlante, très proche dans sa compréhension et dans sa perception du monde quotidien. La voix qui, naturellement, tend vers le cri dans une sorte de dépassement d'elle-même, comme en figurant une énergie intérieure. Et puis surtout, peut-être cet instrument caractéristique du rock, il y a les guitares saturées. Guitares saturées qui donnent une impression de débauche d'énergie, mais pour des raisons moins évidentes, ou en tout cas qui font appel à d'autres modèles que ceux simplement du choc de solide contre solide, et qui lorgnent plus vers l'électricité, voire d'autres modèles technologiques. Donc, d'une part, le rock, c'est clair, utilise les bruits qui magnifient les indices sonores matérialisants qui indiquent l'énergie, mais surtout avec, il fait quelque chose de tout à fait particulier. Ce qu'on a pu identifier comme le refrain, c'est certes un moment où l'énergie globale du morceau est supérieure, mais surtout, on a l'impression que c'est une forme d'achèvement, que en fait, c'est une strate d'énergie parfaitement complète en elle-même, telle qu'il n'y a pas à en désirer ou qu'il n'y a pas à imaginer de strate plus haute, comme si c'était une figure qualitative globale d'une énergie dont on n'a pas à désirer qu'elle soit plus que ce qu'elle est. Et cette figure-là, on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose que la musique classique, et en tout cas les théoriciens de la musique classique, disent, enfin en tout cas ils disent à propos de cette forme d'énergie que la musique classique en est incapable, que au fond elle peut faire des crescendo mais elle est obligée de les résoudre sur une cadence, donc sur un mouvement harmonique qui y met fin. Et ce que fait le rock, je crois, c'est de proposer une résolution mais par le haut, par la quantité d'énergie globale qui se dégage du titre. Et le but du jeu aujourd'hui, disons, ce serait d'essayer de comprendre comment le rock arrive à faire cela. Alors, très rapidement, parce que le temps est compté, les deux énergies dont le rock se sert essentiellement, en fait, c'est deux énergies qui sont entendues par le prisme d'appareils particuliers. D'une part, les appareils électriques, et d'autre part, les moteurs d'automobile. Mais la caractéristique du rock, c'est qu'elle va puiser, et même elle va marier ces deux sonorités-là, en tout cas ce qu'elle leur emprunte, et surtout, elle va s'approprier ce qu'on pourrait appeler leur charge érotique, c'est-à-dire pas simplement qui est de l'ordre érotique au sens de l'ordre du désir,
dans la mesure où ces deux énergies, autant l'électricité que l'énergie qu'on entend dans le moteur automobile, sont investies bien avant le rock d'une charge émotionnelle érotique assez forte. Dans l'électricité, dès les débuts de l'électricité, là on a un exemple qui date du XVIIIe siècle, il y a quelque chose qui s'est noué entre l'imaginaire de l'électricité et quelque chose de très érotique et qui s'incarne dans une invention du physicien autrichien Bose, qui s'appelle le baiser de Leipzig. Et alors, donc c'est l'époque où ce qui est très populaire, c'est des expériences de physique amusantes, publiques. Il y a des tournées, des théâtres, etc. Et donc ici, le dispositif consiste à brancher une jeune femme, mais alors préalablement isolée naturellement, à une source d'énergie évidemment modérée, et de la faire embrasser un jeune homme qui, du coup, éprouve un coup de foudre au sens quasiment littéral, et ne riez pas, ça a eu beaucoup de succès. Et c'est le point de départ de ce qui a pu être analysé comme un pont entre culture scientifique et culture érotique. Bon, en tout cas, je trouve que c'est toujours fascinant de voir comment des imaginaires en viennent à se coaguler historiquement et restent longtemps, finalement, assez longtemps associés. Dans un livre qui s'appelle La vie intense, Tristan Garcia a analysé en fait ce qu'il appelle le modèle éthique contemporain de la vie intense, donc, qu'il fait commencer avec le baiser de Leipzig, où il montre qu'en fait, l'image de l'électricité est venue s'associer à l'idée de l'intensité, et il fait toute une généalogie de cette association entre électricité, intensité, érotisme. L'électricité, elle est reprise dans le vocabulaire des nerfs par les libertins, par Sade, etc. Et le dernier avatar de ce lien entre électricité et érotisme, c'est naturellement le rocker, l'adolescent rocker. Et de fait, pour faire une rapide revue de sources, l'électricité est très présente dans l'imaginaire du rock. Donc là, par exemple, Electric Ladyland, où très clairement érotisme et électricité sont liés. Electric Warrior de T-Rex de Marc Bolan dit la même chose, aussi bien que AC/DC, mais évidemment, ceux qui parlent le mieux de l'électricité, ce sont les groupes eux-mêmes. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Naturellement, outre sa valeur illustrative, vous aurez remarqué qu'au moment où il est fait mention de l'électricité, un son nouveau arrive dans la séquence qui est celui de la distorsion, mais on va y revenir très rapidement. L'autre imaginaire, c'est l'imaginaire automobile, qui est le symbole, l'automobile, qui est le symbole, s'il en est, du rock et plus largement de la jeunesse des années 50. Le blues et le folk avaient le train, mais pour le rock, c'est la moto et la voiture. Alors, avec la voiture, s'associent toutes sortes de valeurs, la jeunesse, la mobilité, la compétition, mais très rapidement aussi, il y a quelque chose dans la culture, dans l'imaginaire collectif, qui prend une tournure érotique. Ça commence avec un des premiers livres, un des premiers textes littéraires consacrés à l'automobile, celui d'Octave Mirbeau, la 628 E8. Et évidemment, ça connaît un point culminant avec Crash, d'abord de Ballard et ensuite de sa réinterprétation par Cronenberg, où l'idée que finalement il y a une excitation produite par la vitesse de la voiture, à la fois par l'accélération, par le brouillage des perceptions qui va avec le voyage, et qui dessine un terme qui est à la fois une forme de destruction et de jouissance. Le rock n'est pas en reste, et outre l'imagerie qui l'accompagne dans des styles tout à fait variés pour autant graphiques que musicaux, le premier et le plus significatif, c'est Maybelline de Chuck Berry. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do.
Alors Maybelline, c'est l'histoire d'une Ford qui course une Cadillac Coupe de Ville jusqu'en haut de la montagne. Et naturellement, la course de voiture est une métaphore de la chasse amoureuse qui, pourrait-on croire, parvient à se conclure au moment où la Ford rattrape la Cadillac. Mais comme le souligne Chuck Berry, Maybelline continue à faire les trucs qu'elle avait l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est une sorte de jour sans fin pour ce malheureux automobiliste. Autrement dit, il y a quelque chose qui reste inachevé dans cette course et d'un double point de vue, on pourrait dire, motorisé et érotique. Et ce que va faire le rock, qui, à ce moment-là, peut-être, on pourrait le soutenir, se sépasse du rock and roll, c'est qu'il va tenter de mener à terme, finalement, le désir qui innerve l'électricité et la machinerie automobile à l'aide de leur sonorité, qu'il va parvenir, d'une certaine manière, à fusionner dans un son particulier, qui est celui de la distorsion. La distorsion, c'est la guitare électrique qu'il a fait d'abord entendre. Et elle va permettre aux musiciens de se servir du son de l'électricité, puisque c'est un dispositif électrique d'amplification. La guitare électrique, elle est dépendante de ses haut-parleurs, pour faire entendre des moteurs rugissants. Et elle va tirer parti de ces deux modèles sonores pour investir musicalement le rock de la charge érotique qui était associée dans un imaginaire qui est encore une fois un mélange d'idées, d'émotions qui y sont associées, et pour ce qui nous concerne, de sonorité. Donc, le rock, c'est le son même de l'électricité. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la bombe humaine, la distorsion arrive au moment où, précisément, Aubert chante qu'il est un électron, qu'il est chargé d'électricité. Et le son de cette électricité, c'est d'abord celui des appareils ménagers qui les font entendre. C'est ça qui prépare en fait l'audition, peut-être même l'acceptation de la distorsion, puisque la distorsion à la base c'est un ampli qui fonctionne mal, ou plutôt c'est un ampli dont les capacités d'amplification sont saturées par une intensité, un voltage trop grand pour les lampes. C'est à partir du moment où la puissance entrante est trop grande pour la capacité d'amplification des lampes que vont être produits les partiels, c'est-à-dire les parties du son qui ne sont pas des multiples entiers de la fondamentale qui définit la hauteur, soyons précis. Donc la distorsion, c'est d'abord un dysfonctionnement, mais c'est quelque chose qui ressemble aux appareils électriques et qui, pour cette raison-là, peut-être est accepté, etc. Alors, la distorsion, il y en a quand même toutes sortes de formes. Écoutons-en trois rapidement. Distorsion originelle, celle de Muddy Waters, qui commence lorsque, précisément, les systèmes d'amplification faibles et des années 40 sont saturés. Distorsion relativement faible, mais qui est c'est un des premiers titres où elle est utilisée, où on joue avec la distorsion plutôt que de la subir simplement parce qu'il faut jouer plus fort que le reste de l'orchestre et que pour cette raison-là, il faut pousser l'ampli à fond. Mais très vite, d'autres dispositifs arrivent. Celui-ci, par exemple, la pédale fuzz. On a les deux modèles principaux, celui avec saturation des lampes, ceux avec un transistor, et puis des années plus tard, d'autres modèles encore arrivent. C'est Low donc qui essaye de mettre en avant une distorsion qui a des caractéristiques beaucoup plus numériques, régulières, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est un son granuleux, gorgé de partiels, et c'est au fond la saturation, c'est une gangue de bruit qui entoure manifestement dans le son la note de l'électricité par laquelle elle est produite. Mais ce que fait la guitare de cette distorsion, c'est très important pour nous parce que ça permet de donner une figure qualitative, de donner à entendre une figure qualitative nouvelle de l'énergie. C'est une énergie qui peut être qualifiée d'excessive. Alors, effet excessif, c'est forcément par rapport à une limite, c'est le franchissement d'un seuil. Et de deux manières. La première manière, c'est que le son ce son de parasite, de grondement, etc., etc., c'est d'abord un son, disent les musicologues, qui est connu et accepté parce que c'est le son des radios qui se répandent en même temps que avant le rock, et que tous les utilisateurs
ont manipulé et ils ont fait l'expérience d'enceintes qui commencent à grésiller lorsque le son est poussé trop fort, etc., etc. C'est comme une première habituation, un premier contact, et la guitare va permettre de jouer de ce son d'excès qui est perçu comme tel. Encore une fois, là, on a une figure qualitative, c'est-à-dire que c'est pas à partir d'un certain niveau on considère qu'on est dans l'excès. C'est l'excès énergétique a une sonorité particulière. C'est celui que font les radios quand elles sont poussées à bout, et c'est celui que fait entendre la guitare en saturation. Mais ce qui est de plus important encore, en tout cas pour la distorsion, c'est que non seulement elle peut jouer dans les partiels, c'est-à-dire faire varier cette intensité en excès, mais surtout elle peut montrer le moment du passage qualitatif dans autre chose, en passant du son clair au son distordu. C'est important, ça sera important pour la suite, et je vous fais écouter un guitariste qui joue de ces deux choses-là, à la fois les variations d'intensité dans la distorsion et le passage aussi. C'est Eric Clapton. Donc là, au début, il y a une distorsion qui est assez faible, assez peu inaudible, en tout cas pas suffisamment manifeste pour capter l'attention. Et très rapidement, les mesures suivantes, le son entre en distorsion, et ensuite, il y a des variations dans la distorsion. Donc voilà, ces deux figures-là, j'essaie de le formuler autrement ou de bien insister dessus. Une guitare en son clair, elle peut jouer plus ou moins fort. Il y a des signes d'attaque, de ce qu'on veut, qui disent qu'il y a un jeu plus ou moins fort. Et le fait qu'elle passe en distorsion, pour des oreilles habituées à la saturation des radios, c'est le signe que, tiens, cette énergie-là est en excès. Et il faut donc retenir ces deux choses-là, qui sont à la fois la capacité de variation dans l'excès et cette espèce de passage qualitatif d'une énergie normale à une énergie excessive, qui est le passage du son clair en son saturé. C'est la première figure, ces variations d'intensité dans la distorsion, qui sont les plus importantes pour la manière dont la distorsion finalement reprend un petit peu le son des moteurs, le son des montées en régime de moteurs de l'époque. Le moteur, c'est Murray Schafer, qui est l'inventeur du paysage de concept sonore et qui a un petit peu lancé l'écologie sonore, a montré que c'était le son dominant qui a beaucoup obsédé en fait les populations qui étaient confrontées, à la fois parce que c'est un son qui est très fort et puis c'est aussi un son qui fait peur. Les premiers comptes rendus ou les premiers textes sur les moteurs dans la ville parlent de bêtes rugissantes auxquelles on réagit de la même manière que nos ancêtres avec des tigres, les tigres à dents de sabre. Donc il y a quelque chose de très déstabilisant dans un bruit de moteur. Et puis dans un bruit de moteur, il y a une dynamique qui est celle de la montée en régime qui joue à plein dans le caractère érotique du moteur. C'est une montée en régime, on attend quelque chose qui vienne clore cette montée en régime. Bon, la plupart du temps, c'est un changement de vitesse, on est un peu déçu. Ça peut être un accident, là, on n'est plus là pour être déçu, mais on attend quelque chose. Il y a l'imminence d'un changement qualitatif dans une montée en régime. Et hors l'excès destructeur, il est difficile de vraiment lui donner un aboutissement. La guitare, à elle toute seule, elle ne peut guère que produire plus de partiels, c'est-à-dire avoir un son plus grondant au fur et à mesure que l'intensité du jeu sera forte. Dans la distorsion, quand on atteint le seuil de saturation des lampes, le volume reste stable et puis par contre les partiels augmentent. Mais rien ne permet d'arriver à quelque chose comme un aboutissement dans la quantité de partiels. C'est pas parce qu'un son est plus grésillant qu'il va se proposer comme l'aboutissement que l'on cherche, que l'on entend dans les voitures aussi bien que dans la distorsion. Cette espèce d'aporie, de manque, a été mise en avant par le fait qu'il y a comme une congruence entre les deux, une convergence, a été mise en avant dans un film qui s'appelle Sound of Noise, qui a décidé complètement de faire les deux ensemble.
Le moteur continue indéfiniment et il était temps que la police intervienne parce que, de fait, cette chanson n'allait nulle part. C'est le problème auquel le rock répond. C'est où est-ce qu'on va en haut de cette espèce de crescendo grésillant qui est celui du moteur, mais qui pourrait aussi bien être celui des voitures. Le rock va faire deux choses. D'abord, il va chercher toutes les sonorités qui, un peu comme la distorsion, veulent dire l'excès. Et il va les chercher dans tous les instruments. Alors, je le fais rapidement. Le guitar hero, par exemple, c'est une figure typique du rock, c'est celui qui enchaîne les notes à grande vitesse, etc., etc. Mais cet enchaînement de notes, finalement, c'est pas très rock. C'est pour ça que souvent on associe les guitares héros aux virtuoses du classique, etc., etc. Un véritable guitar hero rock, il est laborieux. Il fait saigner un petit peu ses cordes et sa guitare, et c'est lui. Alors, quand j'étais jeune, j'écoutais ce solo et je me disais, mais pourquoi il a enregistré? Enfin, à un moment, il loupe plus de notes, il y a plein de bruit, enfin, il y a un truc qui va pas. Quand je comparais, je sais pas, à Slash ou à Van Halen, ou etc., je me disais que bon, c'est quand même du travail mal fait. Mais en fait, non. Alors déjà non quand même, mais surtout parce que ce qu'il montre, c'est que précisément jouer de la guitare, faire du rock, ça n'est pas enfiler les notes. D'abord, vous avez noté le bend, qui est cette espèce de cette note qui est produite lorsque la main qui sur le manche détermine la hauteur. Par un mouvement de ploiement, fait monter la hauteur de la note. Et en gros, c'est une corde qui est sur le point de se casser quand on entend, vous avez entendu sans doute le vibrato au début. Et de la même manière, ce que fait entendre Page, et il a réglé son... Enfin, après, j'ai su que c'était quelqu'un qui était méticuleux, méthodique à l'obsession en studio. Il a réglé son ampli pour que les attaques de ces notes aient quelque chose de suraigu qui fasse un petit peu mal aux oreilles, pour faire entendre précisément que le jeu qu'il produit est un jeu qui matériellement implique une dépense d'énergie et que ce jeu ne va pas de soi. Il implique un corps qui est en train de jouer et qui dépense une énergie. Et c'est pour ça que c'est quand même le plus grand des guitar héros. De la même manière, la voix va, dans le rock, essentiellement, de manière récurrente et à des moments stratégiques, être criée. Ça commence avec John Lennon dans Twist and Shout, et il serait dommage de se passer de l'écoute de Janis Joplin. Alors, j'ai choisi cet exemple-là parce que le premier Baby est en voix pleine, assez pure, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans Cry qui suit, quand elle reprend Cry Baby, c'est le Cry qui a cette voix chantée, hurlée, typique du rock, où des sommets d'intensité sont atteints et que nous interprétons comme finalement une voix qui est en train de perdre le contrôle sous le coup d'une énergie, d'une émotion, etc., etc. Et puis, il y a la batterie. La batterie, c'est l'instrument le plus paradoxal du rock. C'est celle qui fait entendre le plus clairement de l'énergie dans son son, parce que c'est des chocs, c'est des percussions. Donc, on entend clairement l'énergie en train d'être dépensée. Pour nous, c'est évident, parce que notre vie, elle est faite de chocs qu'on entend. Et paradoxal, enfin, ça n'est pas paradoxal, mais c'est la batterie, c'est l'instrument qui peut faire entendre le moins de variations. Et qui donc ne sait pas trop quoi faire de son intensité, ou en tout cas, c'est un instrument qui s'épuise un petit peu à essayer de faire entendre quelque chose comme une énergie en excès, c'est-à-dire qui s'épuise à essayer de produire une sonorité qualitativement différente qui ferait entendre quelque chose comme un excès. Et ici, ce qu'on entend, c'est que il frappe de plus en plus fort, c'est l'expression littérale de l'énergie, mais il essaye aussi de faire entendre de mieux en mieux son timbre. Le timbre, ce sont des fils de fer parallèles qui sont mis en dessous de la caisse claire et qui sont faits précisément pour ajouter des partiels au son brut, au son sans timbre de la caisse claire, pour lui donner plus d'expressivité.
Et avec ce timbre, la caisse claire essaye de faire quelque chose de plus, d'aller vers un autre type de son, et elle échoue. Et ces trois sources sonores auxquelles on pourrait ajouter la basse sont celles qui sont le mieux capables de faire entendre des excès. Mais encore une fois, ça ne nous explique pas comment, chez Nirvana tout à l'heure, on avait pu assister à cette sorte d'apothéose énergétique qui semblait au fond, nous amener à un plateau d'énergie maximal tel qu'on n'en pouvait pas espérer plus. Parce que, au fond, la batterie s'arrête par défaut. Page finit son solo en redescendant sur les notes fondamentales de sa gamme. Et de la même manière, après le cri de Janis Joplin, il y a un retour à la voix. Donc, si j'avais eu plus de temps, car mon temps est dépassé, d'abord, je vous aurais fait écouter Stravinsky. Dont Boukhourechtliev dit, voilà, lui, il montre bien qu'il ne peut pas y avoir de crescendo infini ou de persistance dans l'énergie, que c'est absurde, parce qu'il fait un immense crescendo et puis après, il n'a pas d'autre choix que de l'arrêter, de revenir sur la tonique et un régime énergétique plus grand. Et puis, après vous avoir fait écouter Stravinsky, je vous aurais fait écouter Dave Grohl, et peut-être que... je vous aurais fait écouter Dave Grohl, oui. Et ce que vous auriez entendu dans le titre The Pretender, c'est 5 plateaux d'énergie différents. Et à chaque plateau, le niveau global d'énergie monte. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et à un moment, il y a un plateau dont on sent qu'il est le plateau terminal, qu'il ne peut pas en être autre, qu'il ne peut pas y avoir plus d'énergie délivrée, que c'est une sorte de figure qualitative d'une énergie absolue. C'est le refrain, naturellement, c'est quasiment toujours le refrain dans le rock. Mais ce qu'il faut voir, c'est comment, en fait, avec des instruments qui peuvent monter en degrés, mais pas changer de nature de son, en tout cas pour la plupart, comment un titre lui-même peut-il donner à entendre une espèce d'apothéose au-delà de laquelle il n'y a plus rien à désirer d'un point de vue énergétique, en définitive. Il y a... on va l'écouter, et puis après, je le laisserai dans l'ombre. Voilà, j'espère qu'on entend tous la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une gradation, et puis il y a quelque chose comme une explosion, le passage à un niveau énergétique supérieur qui semble clore et ne pas pouvoir ménager la possibilité d'un régime énergétique plus haut. Si on avait eu le temps, je voudrais montrer que tout se joue dans le demi-temps qui précède le premier temps du refrain. Parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose comme une attente de résolution harmonique, ça ne change pas, en même temps qu'un crescendo, et au lieu que tout retombe ensemble, retour sur la tonique et retour à un régime énergétique plus bas, juste le demi-temps avant le refrain, la guitare saturée se fait à nouveau entendre, la voix amorce déjà le cri, et au fond, ce qui se passe, c'est que dans la mesure qui précède le refrain, on a la promesse enfin de l'apothéose. Et cette promesse, elle est réalisée dès l'avant-dernier temps, en jouant sur la différence qualitative entre son clair et son saturé, voix claire et voix saturée. Et donc, au fond, le tour de passe-passe, il consiste à dire « je vous promets ceci », et on fait passer un passage d'une énergie normale à une énergie excessive grâce à la promesse de la résolution qui est essentiellement harmonique. On le fait passer en passage à une énergie absolue, définitive, telle qu'on n'en pourrait pas souhaiter d'autre. Et donc c'est dans ce mariage entre gestion des sonorités énergétiques, de leurs différences qualitatives et les attentes harmoniques qui sont les nôtres, que finalement le rock peut produire ces strates énergétiques terminales qu'il est le seul à pouvoir produire, ou en tout cas qu'il est le premier à avoir su produire. Voilà, il est temps de partir, et ça tombe bien puisque la théorie est grise et le concert va bientôt commencer, donc merci beaucoup.